Bonjour tout le monde. Donc, on va commencer aujourd'hui un petit exercice sur les énergies. Donc, théorème de l'énergie cinétique et énergie mécanique. Et on va aussi revoir quelques lois de Newton. Donc, petit exercice sur des fusées pyrotechniques. On vous dit que une fusée pyrotechnique de masse m est tirée verticalement depuis le sol avec une vitesse initiale de valeur 35 mètres par seconde. Donc, depuis le sol, avec une vitesse initiale de 35 mètres par seconde. Donc déjà, vous avez les conditions initiales ici. On vous dit que la position de son centre de masse est repérée à l'aide d'un axe vertical orienté vers le haut, donc l'axe des Z est vers le haut, et dont l'origine est située au niveau du sol. Donc, comme l'origine est au niveau du sol, tout comme la fusée pyrotechnique, donc on sait déjà que euh, les conditions initiales de la position, du vecteur position, sont de 0. Z0 égale à 0. Ici, il y aura juste une seule coordonnée. On n'a pas besoin de x, y. Donc, première question, on vous demande d'établir les expressions de Vz et de Z en fonction de t, en supposant que la fusée est en chute libre. Donc, on va utiliser la deuxième loi de Newton pour ça. Ensuite, exprimer puis calculer l'altitude maximale Z max atteinte. Donc, ça, on va toujours utiliser les lois de Newton. Donc, on va réutiliser les équations horaires précédentes, donc de la question 1. Et ensuite, ce résultat, donc de Z max, on va le retrouver en utilisant la conservation de l'énergie mécanique pour la question 3, puis en utilisant le théorème de l'énergie cinétique pour la question 4. Donc c'est parti. Donc sur le côté, je vous ai mis déjà tout ce qui est important d'avoir en tête. Donc le référentiel, c'est le référentiel terrestre supposé galiléen, puisque les conditions de l'expérience font que la Terre ne tourne pas beaucoup pendant cette courte durée, qui va durer quelques secondes de l'expérience. Le repère d'espace, on l'a déjà dit, donc c'est juste un axe, OZ, et l'origine est au niveau du sol. Et la fusée pyrotechnique est aussi au niveau du sol. C'est pour ça qu'on a OG 0, donc la seule coordonnée c'est Z0 qui est égal à 0. Le bilan des forces, on n'a que le poids, parce qu'on vous a dit que c'était le cas de la chute libre, donc P est égal à M fois G. Et la vitesse initiale, on dit qu'on lance vers le haut, et comme l'axe des Z est aussi vers le haut, donc la coordonnée V0Z est égale à V0. Si on avait lancé vers le haut avec un axe des Z vers le bas, on aurait eu moins V0 pardon, pour V0Z. Donc on utilise la deuxième loi de Newton, toujours amorcer cela par une phrase. Donc la somme des forces extérieures, donc juste le poids ici, est égale à la masse fois l'accélération du centre d'inertie du système, donc de la fusée pyrotechnique. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire ici? À condition que la masse soit constante au cours du temps. On va dire que la masse est constante ici au cours du temps. On sait que le poids, c'est la seule force qui agit, donc c'est égal à m fois g. Le poids, c'est aussi m fois g, donc les m peuvent se simplifier. Il ne nous reste plus que ag, donc l'accélération du centre d'inertie de la fusée pyrotechnique est égale à g. Et ça, c'est l'expression vectorielle. Maintenant, pour passer à l'expression des coordonnées, bah, il faut avoir les coordonnées de A et les coordonnées de G. Donc A n'a qu'une seule coordonnée, c'est AZ, on ne la connaît pas, donc on la note AZ. Et G, on connaît la coordonnée GZ, c'est moins G. Pourquoi? Parce que G est vers le bas, et comme l'axe des Z est vers le haut, ben, donc on aura moins G pour la coordonnée GZ, du vecteur G. Donc finalement, on a AZ est égal à moins G. Donc là, c'est un peu comme d'habitude. Ensuite, comme on sait que, par définition, l'accélération, c'est la dérivée de la vitesse par rapport au temps, pour trouver la vitesse à partir de l'accélération, on devra intégrer ou faire la primitive. Donc on va intégrer moins g, on va intégrer az pour trouver vz, donc on intègre moins g. Euh, la, la primitive de moins g, c'est moins g fois t plus une constante. Donc ça, je pense que vous le savez déjà.
Parce que c'est une constante, moins g c'est une constante, donc si on faisait la primitive de 2, ça aurait été 2x en mathématiques, ou 2x plus 5, ou 2x plus 7, ou 2x moins 50 000, peu importe. En tout cas, c'est 2x plus une constante, qu'elle soit positive ou négative. Donc ici, on aura moins g fois t plus une constante. Comment trouver la valeur de cette constante en revenant aux conditions initiales? Quelles sont les conditions initiales de Vz? Donc Vz à l'instant 0. On sait que Vz à l'instant 0, si on a bien fait notre travail au début, c'est égal à V0. Donc là, on a déjà une partie de la solution. La deuxième partie de la solution, c'est on va essayer d'identifier, par identification, trouver V0, c'est égal à quoi ici? Parce que V0z, c'est simplement Vz à l'instant 0. Donc on va remplacer t par 0. Et si on remplace t par 0, donc Vz0 donne moins g fois t, donc fois 0, plus C1. Moins g fois 0 donne 0, il ne reste plus que C1. Et comme Vz0 est égal à C1, et que V0z est égal à V0, donc finalement C1 est égal à V0. Et on n'a plus qu'à réécrire le résultat qu'on avait ici, moins g fois t plus C1 en remplaçant C1 par V0. Donc c'est ce qu'on a ici. Deuxième partie, on a fini la première partie de la question, trouver Vz. Maintenant, on va trouver Z de t. Donc l'équation Z en fonction de t. Comment est-ce qu'on fait? Bien, on sait que par définition, la vitesse, c'est la dérivée du vecteur position par rapport au temps. Donc si je veux Vz, je vais juste faire la dérivée de Vz, pardon. Si je veux Vz, pardon, je vais faire la dérivée de Z par rapport au temps. Donc si je veux Z, je vais faire la primitive de Vz par rapport au temps. Donc on va intégrer Vz pour trouver Z. Donc moins g fois t. Je vous rappelle que la primitive de t, c'est t au carré sur 2, plus une constante. Donc ça fait moins g fois t au carré sur 2. C'est ce qu'on a ici. Sauf que j'ai mis le 1 demi devant, donc pour que ce soit plus joli. Moins 1 demi fois g fois t au carré, plus V0 ici. Et le V0, c'est une constante. Donc la constante, sa primitive, ça va être V0 plus, fois t, plus une constante. Donc V0 fois t plus une constante. Et finalement, on doit juste trouver quelle est la valeur de cette constante, en revenant aux conditions initiales. Condition initiale de quoi? De z, parce qu'on veut C2. Donc il faut que ce soit les conditions initiales de z. Donc z à l'instant 0, c'était égal à quoi? On l'avait ici, c'était 0, parce que la fusée était au niveau du sol, et que l'origine du repère était aussi au niveau du sol. Ici, on a négligé, on va dire, les dimensions de l'objet, hein. On a fait comme si c'était un seul point. Parce qu'en vrai, sinon, on aurait dû prendre le centre d'inertie de la fusée, qui est un peu décalé par rapport au sol. Ici, on a fait comme si c'était un point, donc on l'a négligé. Ensuite, en utilisant l'équation horaire qui est ici, si on remplace t par 0, on aura z de 0 aussi. Et on pourra comparer. Donc z de 0, ça fait moins 1 demi fois g fois 0 au carré, plus v0 fois 0, plus c2. Donc finalement, ça fait 0, ça fait 0, il ne reste plus que c2. Donc z0, c'est égal à c2. Mais on a vu tout à l'heure que z0, c'était égal à 0. Donc c2 est égal à 0. Donc on n'a plus qu'à remplacer cette expression dans cette expression, c2 par 0. Donc il reste moins 1 demi de gt carré plus v0t. Donc là, on a fini la première question. La question numéro 2, c'était de trouver Zmax. Donc pour Zmax, comment est-ce qu'on va faire? On a V, on a l'accélération aussi, on a la vitesse, et on a le vecteur position. Comment trouver l'altitude maximale? Donc ça, je vous l'ai dit plusieurs fois déjà. L'altitude maximale, on la trouve en admettant que quand on atteint l'altitude maximale, ça veut dire que euh, la vitesse, la composante verticale de la vitesse est nulle. Donc ici, comme il n'y a qu'une seule composante, donc c'est Vz forcément qui est nul. Donc Vz, on sait que c'est égal à moins g fois t plus V0, et ça va être égal à 0. Faites très attention ici,
Ne mettez pas juste Vz de t est égal à moins g fois t plus V0. Pourquoi? Parce que à partir du moment où vous mettez égal à 0, ça veut dire qu'on a un temps particulier. Et ce temps-là, c'est le temps au bout duquel la fusée atteindra son altitude maximale. Donc c'est un temps particulier, c'est pas n'importe quel temps. Si c'est n'importe quel temps, vous mettez t. Là, c'est un temps particulier, donc je l'ai noté t1. Notez-le comme vous voulez. On aurait pu le noter ts pour dire t au sommet, par exemple. Mais donnez-lui un nom particulier. Donc on va isoler t1. Donc là, je l'ai fait en une seule fois, mais bon, si je passe gt de l'autre, moins gt de l'autre côté, ça donne plus gt. Donc v0 égale à gt. Et ensuite, le g, je le passe en bas. Ça donne t1 est égal à v0 sur g. Donc là, on sait à quel instant est-ce qu'on atteint l'altitude maximale. La question, c'est pas l'instant euh, au bout duquel on atteint l'altitude maximale, mais c'est quelle est l'altitude maximale. Donc on va utiliser la deuxième équation qu'on a, c'est-à-dire l'équation de z en fonction de t. Et on va remplacer t par t1. Donc z en fonction de t, on a vu tout à l'heure que c'était moins 1 demi fois g fois t carré plus v0t. Et à la place de t, on va mettre t1, donc ce qu'on a trouvé ici. Donc on va remplacer t1 par v0 sur g. C'est ce qu'on a ici. Et finalement, on a v0 carré en haut, g en haut aussi, et on a g carré en bas. Et on a un 2 aussi, sans oublier le moins. Plus v0 fois v0, ça fait v0 carré sur g. Donc là, on va essayer de rendre ça un peu plus clair. Donc le g et 1 dg ici se simplifie. Il ne nous reste plus que moins v0 carré sur 2g, plus v0 carré sur g. Donc v0 carré sur g, moins v0 carré sur 2g. Donc comme il y a un 2 ici, ça veut dire que c'est la moitié. Quelque chose moins la moitié, bah, ça fait la moitié. Si je vous dis 5 moins la moitié de 5, bah, ça fait la moitié de 5. Donc ça fait v0 carré sur 2g. Au pire, si vous voulez, refaites-le tranquillement chez vous. Il y a plusieurs manières de faire, soit en mettant tout au même dénominateur, soit en factorisant. Et finalement, on n'a plus qu'à remplacer par les valeurs, donc faire l'application numérique. V0, on a vu tout à l'heure que c'était 35 mètres par seconde, et G, c'est 9,81. Donc si j'ai bien fait le calcul, l'altitude maximale au bout de T1 sera de 62 mètres. L'altitude maximale est de 62 mètres. Je n'ai pas fait le calcul ici de T1, vous n'êtes pas obligé de le faire. Si on ne vous le demande pas, le mieux c'est de ne pas le faire justement. Comme ça, vous n'allez pas prendre une valeur qui est imprécise parce que vous l'aurez arrondi. Et si vous arrondissez et que vous intégrez ensuite ça dans un autre calcul, bon, ça vous fait un arrondi d'un arrondi, donc vous allez trouver une valeur qui est assez imprécise. Donc le mieux c'est de toujours garder l'expression littérale. Donc là on a trouvé l'altitude maximale qui est de 62 mètres. Maintenant la question 3 ça va être de trouver la même, donc on va avoir en tête qu'on doit trouver 62 mètres, donc la même altitude, mais en utilisant l'énergie mécanique. Comment est-ce qu'on fait? Donc on sait que la fusée n'est soumise qu'à son poids. Le poids est une force conservative, donc ça veut dire qu'il n'y a pas de force non conservative. À votre niveau, les forces non conservatives, ce sont que les forces de frottement. Donc il n'y a pas de force de frottement, donc l'énergie mécanique de la balle se conserve pendant toute la durée. Et ici, on va prendre 2 points, il faut toujours prendre 2 points, entre le sol, donc l'origine, et l'altitude maximale, parce que ce qu'on veut, c'est Zmax. Donc si on veut Zmax, ça veut dire que le point qu'on va être obligé de prendre, ce sera le point où on a l'altitude maximale, qu'on va appeler S. S pour sommet. Donc, si l'énergie mécanique se conserve, ça veut dire que la variation de l'énergie mécanique est égale à 0. Il n'y a pas de variation si elle se conserve. Donc la variation d'énergie cinétique plus la variation d'énergie potentielle de pesanteur est égale à 0. Parce que l'énergie mécanique est égale à l'énergie cinétique plus l'énergie potentielle de pesanteur. On n'a plus qu'à développer. Euh, la variation d'énergie cinétique, c'est entre 2 points. C'est entre le point O et le point S. Donc ça va être l'énergie cinétique au point S moins l'énergie cinétique au point O. Et pareil pour la variation d'énergie potentielle, c'est l'énergie potentielle de pesanteur au point S moins l'énergie potentielle de pesanteur au point O. On va remplacer par leurs euh, expressions. Donc l'énergie cinétique au point S, c'est 1 demi de mvs carré.
c'est le point O, c'est 1,5 de mv0 carré. Et l'énergie potentielle de pesanteur au point S, mg fois Z max. J'aurais pu écrire ZS, mais on sait que ZS c'est Z max. Et comme nous, on nous demande de trouver Z max, j'ai mis directement Z max. Et l'énergie potentielle au point O, c'est mg fois Z0. Il y a des petites choses qu'on peut faire. Je vais peut-être pas le faire tout de suite, mais on peut se dire déjà que Z0 c'est égal à 0. Donc on aurait pu enlever déjà tout ça. Et bon. Moi ce qui m'intéresse c'est d'isoler Zmax. Donc pour isoler Zmax, je vais d'abord isoler tout ce terme-là, mgZmax. Donc tout le reste, je vais le passer de l'autre côté. Donc 1 demi de mvs carré devient moins 1 demi de mvs carré, moins 1 demi de mv0 carré devient plus 1 demi de mv0 carré de l'autre côté, et moins mgz0 devient plus mgz0 ici. Vous mettez dans l'ordre que vous voulez tant que vous avez les bons signes. Ensuite, qu'est-ce que je fais pour isoler Zmax? On peut diviser par M et G, mais on peut remarquer aussi que on a M ici, M ici, M ici et M ici. Donc la masse, on l'a ici, et on l'a partout ici. Ça veut dire qu'on pourrait factoriser tout ça par M. Comme on peut factoriser tout ça par M, on peut simplifier. Mais attention, si je n'avais qu'un M ici et un M ici, alors qu'il n'y en avait pas de l'autre côté, je n'ai pas le droit de simplifier. Faites attention. C'est à la condition que vous pouvez factoriser. Ensuite, je divise par G. D'abord, qu'est-ce que j'ai fait ici? Oui, j'ai dit que Vs, on sait que la vitesse au point S est égale à 0. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Donc la vitesse au sommet, c'est toujours égal à 0 quand c'est la composante verticale de la vitesse. Et ici, comme on lance que de façon verticale, donc Vs est égal à 0. Et on sait aussi que Z0 égale 0, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Donc ça et ça s'annulent. Il ne reste plus que Gz max est égal à 1,5 de V0 carré. Et là, on n'a plus qu'à isoler Z max en passant le G de l'autre côté. Et vous avez remarqué qu'on a la même expression que tout à l'heure, donc forcément on va trouver 62 mètres comme tout à l'heure. Et on est content. Quatrième question, on va retrouver la même altitude maximale avec l'utilisation du théorème de l'énergie cinétique. Donc, je vous rappelle que le théorème de l'énergie cinétique, on ne peut l'utiliser qu'à la condition que le référentiel soit galiléen. Pourquoi? Parce que ce théorème provient de la deuxième loi de Newton. On va utiliser ce théorème d'énergie cinétique entre deux points, comme pour la question précédente, entre le point O, le sol, et le point S, qui est le sommet de la trajectoire. Donc, la variation d'énergie cinétique est égale au travail de la somme des forces. On peut aussi dire à la somme des travaux à la somme des travaux des forces. Ça revient au même. Donc, quelles sont les forces appliquées ici? Ben, il y a juste le poids. Donc, la variation d'énergie cinétique, c'est entre le point O et le point S. Donc, final moins initial, c'est le S moins O. Et c'est égal au travail du poids, parce qu'il n'y a que le poids comme force extérieure ici. ECS, on sait que c'est 1,5 de mvs carré, et EC0, on sait que c'est 1,5 de mv0 carré. Le travail d'une force, on sait que c'est la force scalaire, le déplacement. Donc la force, c'est le poids. Scalaire, le déplacement. Donc la fusée se déplace entre O et S. Donc le vecteur OS. Ensuite, vous avez plusieurs possibilités. Deux possibilités. Soit vous utilisez ici P fois OS fois le cosinus de l'angle entre P et OS. P est vers le bas, OS est vers le haut. Donc le cosinus sera de 180 degrés. Soit je vous conseille quelque chose de plus simple, c'est d'utiliser les coordonnées. Si vous avez un vecteur U scalaire un vecteur V et que les coordonnées de U c'est x, y, les coordonnées de V c'est x', y', donc vous aurez comme scalaire entre U et V, donc U scalaire V, ce sera égal à x fois x', plus y fois y'. Donc c'est beaucoup plus simple, vous n'avez pas d'angle à vous balader partout. Donc c'est ce que je vais utiliser ici. Je vais prendre les coordonnées de ces vecteurs-là. Donc P, on est juste sur l'axe des Z ici. Donc ça va être moins M fois G.
parce qu'on sait que P c'est M fois G, avec le vecteur G, mais comme on sait que G est descendant alors que l'axe des Z est ascendant, donc on a un moins devant. Et OS, bah, c'est simplement ZS moins ZO. Ça, vous l'avez appris hein, pour AB. Les coordonnées de AB, c'est XB moins XA, YB moins YA, ZB moins ZA. Donc ici, c'est ce qu'on a, ZS moins ZO. Mais on a vu tout à l'heure que ZS, donc c'est la coordonnée du sommet, on l'a appelé Zmax. Donc je vais plutôt noter ça, Zmax moins ZO. Euh, Ensuite, je me suis trompé ici. C'est P scalaire OS, hein, bien sûr, c'est pas P scalaire AB. J'ai dû faire un copier-coller. Donc c'est égal à cette coordonnée, donc x fois x', comme je vous ai dit tout à l'heure. Donc ici, ce sera z fois z'. Donc moins mg fois zmax moins z0. Donc c'est ce que j'ai ici. Moins mg fois zmax moins z0. Donc finalement, on sait que tout ça est égal à P scalaire OS, que j'ai appelé AB, je ne sais pas pourquoi. Donc je réécris simplement. Ensuite, on sait que Vs est égal à 0 et que Z0 est égal à 0, comme tout à l'heure. Donc qu'est-ce qu'il nous reste? Simplement moins 1 demi de mv0 carré de ce côté-là, et de l'autre côté, moins mg fois zmax. Qu'est-ce qu'on peut faire ensuite? Le moins, on a un moins et on a un m et un m. Donc tout peut se simplifier. Il ne nous reste plus que 1 demi de v0 carré d'un côté, et de l'autre côté, g fois zmax. Ensuite, on isole zmax, donc le g, on va le passer en bas. Ça va nous donner zmax est égal à v0 carré sur 2g, comme tout à l'heure. Et on a finalement 62 mètres. Donc là, on a terminé. Je vous conseille de revoir ces exercices, d'essayer de les refaire. Et à chaque fois que vous avez une petite question de ce type-là, je vous conseille, si on vous pose que la question à partir de l'énergie cinétique, faites-le aussi avec l'énergie mécanique et avec Newton. Ça vous fera trois manières différentes de faire et ça fait de belles révisions. Donc voilà, j'espère avoir été clair. Au revoir tout le monde.